Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue à l'avant-dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Nous sommes le 10 août 2023. L'orientation désigne à la fois les modalités de production et de reproduction de la division sociale et technique du travail et l'action de donner une direction déterminée à sa vie. Scolairement parlant, c'est conseiller un enfant sur le métier qu'il peut choisir. L'orientation peut concerner les jeunes, leurs familles et de nombreux adultes qui doivent dans leur vie professionnelle se reconvertir. Alors pour mieux maîtriser le sujet ce matin, nous recevons sur notre plateau Madame Victoire Fanissé. Elle est responsable filière expertise comptable et sciences de gestion à l'École supérieure d'audit et de management ESAM Togo. Elle est également expert comptable. Madame, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau pour parler un peu de l'orientation aux élèves et aux parents. C'est moi qui vous remercie. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romain Aziablé à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Bon, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, Madame Fanissé, que pouvons-nous comprendre par orientation sur le plan scolaire, étudiantin et professionnel? Bien, merci Monsieur Norbert. Quand on parle d'orientation, orienter c'est quoi? Orienter c'est montrer une direction. Donc orientation sur le plan scolaire, estudiantin et professionnel, c'est orienter, accompagner les gens, donner des conseils sur la direction qu'ils peuvent prendre, notamment les apprenants, dans le cadre de leurs études et même après pour leur vie professionnelle. Alors, comment se fait cette orientation? Lorsque l'on veut aller quelque part, il est important de connaître déjà la destination. Donc, dans le cadre de l'orientation, il est important de savoir en fait ce que l'apprenant veut faire. Donc, on va d'abord partir des métiers qui existent et aussi des centres d'intérêt de l'apprenant. Mais au-delà de cela, il y a les réalités du terrain. Parce que vous pouvez décider de faire un métier, mais si au final il n'y a pas de débouché, là où vous êtes, là où vous vous installez, ça va être compliqué de concrétiser votre projet professionnel. Donc l'orientation va prendre en compte ces différentes dimensions qui tiennent compte non seulement des centres d'intérêt de l'apprenant, des métiers auxquels il aspire, mais aussi de la réalité du terrain dans lequel il est installé. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi le journal de 7 heures où certains diplômés, faute d'emploi, se réorientent vers d'autres professions. Est-ce que c'est parce que l'orientation au début a été mal faite ou bien c'est peut-être un choix? En fait, là, je vois deux aspects. Le premier aspect, c'est effectivement la question de se poser est-ce que l'orientation avait été bien faite au départ? Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes qui se retrouvent avec certains diplômes, mais au final, on se rend compte, comme je le disais, que sur le terrain, peut-être, il n'y a pas de débouché par rapport à cela. Mais le deuxième volet, c'est que il y a certains qui ont des diplômes qui sont recherchés, mais la question qui se pose, c'est la compétence de ces personnes-là. Donc, on peut même chercher quelqu'un qui va intervenir, par exemple, au niveau de la banque, d'accord, en tant qu'auditeur, et vous pouvez même avoir un diplôme en audit, mais si on se rend compte que peut-être la formation que vous avez faite par rapport à l'école, ou bien même parce qu'on a pris des personnes qui ont fait la même formation que vous en stage, mais on se rend compte que ces personnes-là ne répondent pas aux attentes que les entreprises recherchent. Au final, il y aura plusieurs personnes comme ça qui vont se retrouver au chômage. Et par derrière, ce qui est dramatique, c'est que leurs cadets vont se retrouver aussi avec des portes fermées parce qu'on s'est dit, ceux-là, finalement, ils ne sont pas bien formés, donc ça ne sert à rien que je leur accorde une chance. Donc, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de la pertinence de l'orientation et puis il y a l'aspect aussi de la compétence des diplômes. Alors, le problème d'inadéquation emploi-formation se pose toujours avec acuité et vous êtes responsable filière expertise comptable et sciences de gestion à l'École supérieure d'audit et de management à l'ESAM. Qu'est-ce qui se fait pour juguler ce problème? Bien, à l'ESAM, en fait, comme on le dit souvent dans la maison, nous avons pour ambition d'accompagner chaque élève à réaliser son rêve. Et quand les élèves viennent, il y a certains qui savent déjà clairement ce qu'ils veulent faire. Pour cela, il va s'agir de les accompagner en leur
offrant les outils et le cadre d'apprentissage approprié avec une formation de qualité des enseignants expérimentés, des supports, des cours de renforcement, etc. pour qu'ils puissent aller au bout du projet qu'ils ont déjà choisi. Et puis, on a le deuxième cas de ceux qui viennent, mais qui ne savent pas nécessairement ce qu'ils veulent faire. Donc, par rapport à ça, on a une cellule d'orientation en interne. Donc, les élèves ont la possibilité de venir discuter avec des personnes appropriées au sein de l'établissement en expliquant déjà ce à quoi ils aspirent, mais aussi le fait qu'ils n'ont pas une vision claire de ce qu'ils veulent. Et puis, au regard de notre expérience déjà dans le domaine de l'éducation, de la formation des jeunes, mais aussi au regard de notre expérience au sein des entreprises, parce que comme vous l'avez dit, je suis expert comptable diplômé, donc on travaille aussi avec les entreprises. Donc, en tenant compte de tout cela, on fait une orientation personnalisée à l'élève afin de voir quelles sont les formations, non seulement qui vont tenir compte de ses capacités, mais aussi de la réalité du terrain, pour qu'au final, lorsque cet élève-là ressort, il soit équipé pour pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle. Parce que le tout n'est pas d'avoir des diplômes. Après, il faut pouvoir avoir une vie professionnelle épanouie. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est qui peut ou qui doit intervenir dans l'orientation de l'apprenant? Au niveau de cette question, je vais dire qu'il y a deux acteurs, sinon deux pans. Déjà, la première personne, c'est déjà l'apprenant lui-même. C'est-à-dire qu'il faut que lui-même, il soit intéressé à son avenir, qu'il ne subisse pas en se disant « Ah, autour de moi, bon, j'ai déjà vu que la plupart des gens sont au chômage, je ne sais pas trop. » Il ne faudrait pas qu'il soit passif. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut déjà que lui-même, il fasse des recherches. Quels sont les métiers qui existent? Quels sont les besoins au niveau du Togo, par exemple? Je suis à Lomé. Quels sont les besoins? Et par rapport à ça, au-delà de ces questions, il va s'agir pour lui de faire des recherches actives par le biais d'Internet, mais aussi en allant vers des aînés, des personnes qu'il va voir. Par exemple, il y a certains professionnels qui sont déjà dans la vie professionnelle, qui peuvent leur partager leur expérience, leur point de vue de l'intérieur, parce qu'ils voient déjà les entreprises et comment ça se passe. Maintenant, au-delà de ça, il a aussi la possibilité d'être curieux lorsqu'il y a des conférences ou des séminaires d'orientation comme celui qu'on organise le samedi prochain. Il s'agit spontanément pour lui-même d'aller suivre ce genre d'événement, parce que c'est en entendant aussi ces éléments que ça va élargir ses perspectives pour faire son choix. Donc déjà, je dirais le premier intervenant, c'est l'apprenant lui-même pour son orientation. Et les autres intervenants, ça va être l'entourage. Donc, il y a notamment les aînés, comme je disais, vous pouvez avoir des aînés qui ont déjà réussi ou bien qui sont des modèles, des sources d'inspiration. Il faut bien choisir aussi ceux à qui on demande des conseils. D'accord? Donc, eux, ils peuvent ouvrir la voie. On a aussi les parents qui, au regard de leur expérience, peuvent apporter des conseils. Voilà. Les parents n'ont pas la vérité totale, hein, mais comme on dit, si l'expérience avec leur observation de la vie et tout, ils peuvent aussi donner des conseils aux apprenants. Et au-delà de ça, il est bien aussi de s'orienter par exemple vers les cellules d'orientation de l'école où je suis, que ce soit au collège. Parfois, on a des enseignants qui peuvent donner des conseils, et que ce soit dans le supérieur aussi, dans l'école que je veux intégrer, me renseigner pour savoir est-ce qu'il y a des personnes en charge de l'orientation, est-ce que je peux avoir un rendez-vous pour discuter un peu par rapport à mes préoccupations concernant l'orientation. Alors, est-ce qu'il vous arrive qu'après entretien, on se rend compte que l'étudiant ne sait même pas où il est? Oui, ça arrive, et puis c'est un problème qui est récurrent. Surtout au niveau des nouveaux bacheliers, il y en a plusieurs. Quand vous leur demandez qu'est-ce que vous voulez faire, ils disent je ne sais pas. Voilà. Donc, effectivement, c'est une situation qui arrive, et c'est en ce sens que il est important aussi pour la personne qui va faire l'entretien d'être attentif à écouter l'apprenant. Parce que oui, quelquefois, ils vous disent ils ne savent pas, mais ils ont parfois des éléments qui les intéressent. Mais à force
d'entendre ou bien de se laisser porter par l'environnement extérieur ou bien les distractions. Ils n'ont pas pris le temps de réfléchir. Mais quand ils ont un cadre où ils ont la possibilité de s'exprimer, bien sûr, ça peut prendre du temps, mais c'est pour ça aussi qu'il y a des personnes dédiées. Ben, il faut que la personne en face soit attentif à écouter, soit vraiment intéressé à la réussite de la personne, de manière à ce qu'à partir de ce que l'apprenant dit, il puisse l'orienter aussi, parce qu'il s'agit aussi de voir avec l'apprenant, mais quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles, quels sont vos centres d'intérêt, comment vous occupez votre temps libre, etc. Ce sont des éléments qui ouvrent des pistes. Et maintenant, par rapport à la personne qui oriente, ben, à partir aussi du background que la personne a, de sa connaissance aussi des différentes formations disponibles et de la réalité du terrain, la personne pourra offrir plusieurs possibilités à l'apprenant. Mais après, il appartient à l'apprenant de faire le choix. Mais celui qui oriente est là pour l'équiper, mais à partir de ce que l'apprenant porte en lui-même, même si au départ, il est dans la confusion. Alors, à qui la responsabilité quand déjà jusqu'en classe de terminale, l'apprenant ne soit pas capable de dire je veux faire ci, je veux faire ça? Bon, là en fait, ça dépend de l'environnement dans lequel l'apprenant évolue. Il est important que ce soit à la maison ou à l'école, que l'apprenant soit stimulé à développer ses capacités, à avoir de l'intérêt pour les choses qui se passent autour de lui. Voilà. Donc, je dirais que ben, c'est une responsabilité partagée, pas au sens de condamnation, mais au sens de acteurs qui vont susciter la flamme en ces apprenants-là. Voilà. Donc, par exemple, à la maison, moi, je vais vous partager une anecdote. J'ai une amie qui est architecte, mais il se trouve que quand elle était plus jeune, en fait, il y avait des moments, sa mère, pour l'occuper, a acheté du papier, des crayons de couleur, du matériel de dessin. Et elle a commencé à dessiner comme ça, c'est-à-dire quand elle est là, qu'elle a du temps libre, il y a le matériel qu'elle a et elle passe son temps à dessiner. Et c'est à force de faire ça, alors qu'elle était déjà petite, elle a continué à garder ça, malgré qu'elle faisait ses études classiques, elle a fait une formation en enseignement général, elle a eu un bac D. Mais comme elle a gardé ça, elle a entretenu ça, ben après, c'est elle-même qui a expliqué à sa mère, oui, je veux être architecte. Bien sûr, elle a eu aussi dans son environnement, elle a vu des personnes qui l'inspiraient. Mais je veux dire, c'est parti simplement du fait que, ben, elle a eu cette possibilité d'apprendre à dessiner ou voilà, d'occuper son temps libre comme ça. Donc, il est important aussi pour les parents d'ouvrir leurs enfants à des activités en dehors de l'école, des activités extrascolaires qui vont leur permettre de développer des compétences de concentration, de créativité et tout. Maintenant, au-delà de ça aussi, je parlais de l'école. Parce que avant d'arriver en école supérieure, les élèves fréquentent au primaire, au collège et tout ça. Donc, il est intéressant, important aussi dans les écoles d'avoir certaines activités, d'avoir des ateliers, des moments, des espaces de discussion avec les élèves pour pouvoir en fait leur ouvrir des perspectives. Parce que souvent, les gens sont dans la confusion simplement parce qu'ils ne voient pas ce qui est possible de faire. Mais quand on leur ouvre le champ des possibilités, par exemple, ça peut être en invitant peut-être une fois par mois un professionnel, un ancien qui a fait le collège, qui désormais travaille dans une entreprise après ses études supérieures, qui va venir parler aux élèves de son métier, de son parcours. Donc, quand c'est comme ça, ça ouvre des perspectives aussi aux élèves pour la suite. Donc, la responsabilité, elle est commune. Alors, avant de donner la possibilité à nos auditeurs sur nos deux numéros, quand intervient une bonne et minutieuse orientation? Okay. Vous avez juste 2 minutes et on donne la possibilité aux auditeurs. D'accord, merci. Je dirais que idéalement, on se forme et c'est à partir de notre formation qu'on fait un métier en général. Donc idéalement, l'orientation est appropriée au moment où l'élève s'engage dans ses études supérieures. Il y a certains même qui s'orientent déjà après le BEPC, parce qu'ils font une formation professionnelle, un CAP, etc. Mais idéalement, c'est à partir de cette période-là qu'il faut vraiment accompagner le jeune de manière à ce qu'il ait le temps de se former
et puis ensuite de pouvoir rentrer dans la vie active pour aiguiser ce qu'il a appris lors de sa formation. Donc je dirais idéalement après le bac. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs maintenant la possibilité d'intervenir dans ce débat, mais après la courte pause. 11 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne, Nana FM. Allô? Oui, Pélé, bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour, monsieur. Oui. Dans nos établissements pour les élèves musulmans en général, quoi. Donc, je pense que c'est un bon service. Seulement que l'époque où il fallait faire dans nos écoles, dans nos établissements, le respect, parce qu'il y a les professeurs de pays d'orientation. Que nous, à l'époque, on les appelait professeurs de bien libre. Bon. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, quand nous prenons, nous venons de dire, madame la professeure, voilà un parent qui a 3 enfants à la maison, et voilà, le premier qui a l'université, ça passe à l'université, il fait 3e année, le deuxième, il a 8 bac. Mais quand on voit le 3e, et tant vers encore avoir son papier, il y a les aînés qui sont sortis même pour venir à la maison, pour revenir rester à la maison. Mais le 3e qui va là, il va se demander, il va où? Ça veut dire que, je voulais dire, nos autorités, est-ce qu'elles suivent même nos élèves, les enfants dans le corps, quand ils sortent, ils vont devenir quoi? On va dire que non, si on est violent, allez faire ça. Alors que nous, ce que nous voulons faire, on ne connaît même pas. Il n'y a pas ça devant nous. Il faut faire ça, il n'y a pas de métier. Merci. Merci. Je peux dire que vous faites l'État, que des emplois, et que des emplois, là, on va orienter les enfants. Merci beaucoup à Pélé. 91 09 71 71. Nana FM, allô? 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 L'auditeur est parti. Alors, quand Pélé pense que c'est un bon service d'avoir des services d'orientation dans les établissements scolaires, mais il se demande également, et il dit qu'en leur temps, on les appelait des professeurs de libre, et il demande, vous imaginez un parent qui a 3 enfants, le premier en 3e année, le second vient d'avoir le bac, le 3e est au lycée, mais il ne voit pas de l'avancement auprès de ces 2 confrères. Est-ce qu'il va avoir aussi la possibilité de fréquenter? Mais avant de répondre à ça, nous allons prendre un second auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Mas Dadido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur. Nous parlons d'orientation. Oui. Le lieu de tout ce problème universel, c'est les diplômes. Nous avons le CEPD, le BPC, le bac, licence, master, et ainsi de suite. C'est une proposition que je voudrais faire, puisque l'invité qui est avec vous est dans l'enseignement. Oui. Et il peut facilement toucher les autorités. Moi, je proposerais que tous ces diplômes-là soient passés de 2 manières différentes. Le CEPD peut être passé techniquement dans le domaine technique. Ça veut dire qu'il faut former les enfants à la base pour venir passer le CEPD technique ou le CEPD général. Ceux qui passent le CEPD général continuent pour aller en 6e. Ceux qui passent le CEPD technique rentrent automatiquement dans un cercle de formation. C'est à l'État de créer ça. Parce que l'État travaille avec les ressources du pays. Et je dirais même que l'État doit créer
un département où des gens doivent rester pour réfléchir à comment créer des emplois. Parce que c'est le gros problème qui se pose. Quand on prend le BTP, on peut avoir beaucoup d'emplois là-bas. Nos pays ont été retardés dans le développement. C'est le moment de prendre notre envol pour développer nos pays. J'ai parlé du CPD. Le BPC, c'est pareil. On passe le BPC technique, on passe le BPC général. On passe le bac technique, on passe le bac général. Lui, ça se fait déjà. Oui. Pourquoi je dis ça? C'est pour terminer, je ne veux pas être trop long. Il est difficile à un enfant qui a eu le CEPD, le BPC, le bac, la licence, et qui se rend compte qu'il n'a aucun avenir devant lui, de revenir maintenant pour apprendre la coiffure. J'ai entendu ce matin sur votre radio. Moi, je dirais que ces enfants sont vraiment courageux. Je les félicite. Il faut avoir vraiment du courage pour pouvoir faire ça. Merci. Alors que ce diplôme et cet apprentissage aurait pu être débuté après le CPE. D'accord, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. On prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Navarre. Oui, allez-y. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur. Moi, je crois que la problématique de l'orientation et de l'emploi, et comme l'a dit Max tout à l'heure, sa proposition pourrait être mieux à partir du BPC. Parce que aussi, il faut forcément une formation de base élémentaire pour tout le monde. Et bon, de toute la façon, on peut ajouter des activités ludiques. Mais le problème, le vrai problème même, c'est que quand les gens se disent et je ne sais pas quoi faire, c'est parce que dans beaucoup de fois, à des âges un peu plus bas, nous avons des ambitions. Je vais devenir docteur, je vais devenir ci, je vais devenir ça, sans savoir quelle est la réalité du terrain. Donc, en réalité, à partir de la 6e, comment orienter la peau? Normalement, l'on devait, chaque établissement devait avoir attache avec un certain nombre de personnes de profession. Et ces gens-là, à des heures dégagées, devaient parler de sa profession aux apprenants. Ce n'est qu'à partir de ça que l'apprenant saura si réellement ce que j'ai entendu là, est-ce que je suis prêt à le faire ou bien je ne peux pas le faire. Je crois que c'est comme ça qu'on pourrait mieux orienter en se comportant de la sorte avec nos apprenants. Et si vous prenez un spécialiste seulement, qui reste dans une salle, qui accueille l'apprenant et qui dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a un enfant qui je veux faire ci, je veux faire ça, et vous lui donnez des arguments techniques, tout ça là. Ça veut dire qu'il vit pas la réalité. Donc la réalité, c'est celui qui exerce la profession qui se présente et qui dit, voilà ce qu'il faut faire pour devenir comme ça, pour devenir ici. Et aujourd'hui, compte tenu de ceci, bon, si on me demande de refaire le métier, est-ce que j'aurais choisi ça? Non, j'aurais choisi ceci. Parce que ceci, je crois que c'est comme ça qu'on pourra mieux orienter en dehors de structures à mettre en place par l'État. Merci et bonne journée à Michel également. Alors, madame, vous avez suivi les uns et les autres. Je ne sais pas si vous voulez commencer par le dernier auditeur ou comment. Oui, allez-y. Oui, donc déjà, je vais commencer par la dernière intervention que je trouve très intéressante. Effectivement, au niveau de l'orientation, il s'agit d'être vraiment concret parce qu'il y va de l'avenir des apprenants. Et ce que l'auditeur partageait rejoignait un peu ce que j'avais dit dans le sens où il est important que les apprenants puissent avoir des modèles, des sources d'inspiration et ça passe par le partage d'expériences d'autres professionnels qui sont déjà insérés dans la vie professionnelle et qui pourront en quelque sorte être des devanciers, des aînés qui donnent des conseils. Et ça peut se faire au travers de certains événements qui sont organisés. En même temps, dans les interventions, j'ai senti la préoccupation concernant le rôle de l'État
Voilà, parce que quand on parle d'orientation, le vrai sujet derrière, c'est l'employabilité. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir des diplômes, mais après, il faut que les gens puissent travailler, gagner leur vie et s'épanouir. Donc, en fait, par rapport à ça, il faut savoir que l'État déjà fait un certain travail en termes d'impulser au niveau de l'enseignement supérieur de grands axes de formation en tenant compte, en fait, des métiers prioritaires, voilà, au niveau du pays. Et donc, par rapport à ça, il y a certaines orientations qui sont données en ce qui concerne les établissements d'enseignement supérieur. Mais ce sur quoi je veux attirer l'attention, c'est qu'au-delà du rôle de l'État qui a ses axes de développement et qui met en place certains outils, ben, il y a la responsabilité aussi du privé. Quand je dis du privé, oui, c'est chacun de nous parce que l'État ne peut pas tout faire à notre place. C'est en ce sens que je parlais aussi du rôle actif de l'apprenant lui-même parce que, je veux dire, à un moment, c'est à chacun aussi d'essayer d'être curieux pour essayer de voir, ok, peut-être l'État n'offre pas telle ou telle possibilité, je n'ai pas toujours la possibilité d'avoir telle ou telle information, mais il va être important pour l'apprenant pour son entourage, parce que quelquefois ce sont des parents qui sont à l'affût, qui ont l'information, ben, de pouvoir aussi voir quelles sont les opportunités qui existent pour que mon enfant ou bien moi qui suis apprenant, je puisse avoir accès à ces informations-là. Donc il y a une certaine curiosité à développer. Et par exemple, je vais donner l'exemple au niveau de notre école. Nous, on organise par exemple des journées portes ouvertes sur l'orientation. Et par exemple, le samedi prochain, samedi 12 août, on a une journée porte ouverte. On reviendra à ça. Si, mais je veux dire, il y a des structures privées qui offrent aussi des opportunités comme ça. Donc, il s'agit aussi, au-delà de ce qu'on voit qui manque, de nous-mêmes prendre la main et de se dire, ok, puisque à telle opportunité c'est ouvert dans telle structure, dans telle école, dans telle association ONG, ok, je vais aller pour écouter, pour voir ce qui va se dire, parce que de là aussi, je peux apprendre des choses qui vont être utiles pour mon orientation ou pour l'orientation de mon enfant. Voilà. Alors, quand Michel disait que oui. le problème, c'est qu'à un moment donné, quand vous demandez aux étudiants qu'est-ce que vous voulez faire, le monsieur ou la jeune dame te dit, je ne sais pas, c'est parce que déjà, dans l'enfant, nous avons été éduqués de cette façon où, bon, il faut être dans un bureau, on veut devenir docteur, pilote et tout ça. Donc, c'est un peu ça aussi, il faut chercher, ou c'est là où il parle de BPC technique ou CPD technique, Oui. ou envoyer un certain nombre d'élèves à un moment donné déjà à la formation professionnelle. Oui, effectivement, parce que comme vous soulevez un point intéressant, c'est qu'il y a aussi la vision que les gens ont par rapport à réussir sa vie professionnelle. Comme vous dites, il y a beaucoup qui se disent c'est dans un bureau. Mais en réalité, ceux qui réussissent, c'est parce qu'ils font un travail qui répond à un besoin. Donc, par exemple, dans le journal, on avait parlé de certains qui font une formation en coiffure. Il y a des personnes qui pensent que c'est un métier, voilà. Mais en réalité, il y a des coiffeurs, des coiffeuses qui gagnent très bien leur vie. Pourquoi? Parce que non seulement ils font bien leur travail, mais ils sont dans une zone où il y a ce besoin-là. Donc, effectivement, il est important aussi de pouvoir modifier cette façon de penser. Et ça passe par quoi? Ça passe par le fait que au-delà de ce qu'on voit et tout, il est bon que les parents aient des moments d'échange avec leurs enfants par rapport à ça. Parce qu'il faut une transformation de mentalité, c'est vrai. Alors, quand on parle de CPD technique, où il y a le CPD technique, il y a le CPD où ceux qui font la technique en même temps, ils entrent dans un cercle de formation, et ceux qui font le CPD normal, eux vont en 6e, le BPC technique, même chose. Bon, le bac technique, ça se fait déjà. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ok, bien. En ce qui concerne le CPD, je ne suis pas une experte en la matière, mais mon avis, c'est que l'intérêt de la formation au primaire, c'est de donner des éléments de base. Voilà, donc des éléments de base par rapport au fait d'être alphabétisé, d'être en mesure de faire des calculs et tout ça. Donc, je me dis que sur cette base, on peut déjà avoir un CPD commun. Maintenant, pour ce qui concerne la suite, oui, il y a certains qui ont des aptitudes. Vous allez voir qu'ils ne sont pas forcément des personnes qui vont faire de longues dissertations, mais après, quand vous les mettez dans certaines situations pratiques,
ils développent de bonnes capacités. Donc oui, c'est à encourager que le plus tôt possible, déjà au niveau du collège, les élèves commencent déjà à faire des travaux pratiques et puis avec la possibilité de s'orienter le plus tôt possible en fonction aussi de leurs aptitudes. Alors, vous le disiez, entre-temps, le samedi prochain, vous organisez, ou ESAM organise une journée porte ouverte sur l'orientation professionnelle. Alors, qu'est-ce qui sera fait concrètement? Merci. Nous aurons la journée d'orientation à partir de 9h. Donc, dans un premier temps, il y aura un échange avec le directeur général de l'école, puisque dans le cadre de sa profession, au-delà des directeurs généraux de l'école, il intervient dans les entreprises. Donc, il a quand même une remontée d'informations par rapport aux besoins des entreprises. Donc, ça va être l'occasion pour lui d'ouvrir la lucarne par rapport à ça, de partager son expérience, de soulever des points d'attention aussi bien en ce qui concerne les élèves que les parents, les différentes personnes qui seront présentes, de façon vraiment concrète, avec des partages d'expériences. Nous avons aussi l'occasion d'avoir des alumni, des anciens de l'école qui vont aussi partager leur expérience entre ce qu'ils ont fait comme études, leur vie professionnelle. Et puis, au-delà de ça, nous aurons un temps de visite, découverte des locaux de l'école pour tous ceux qui seront présents. Alors, qui peut participer à cette journée porte ouverte? Cette journée porte ouverte, elle est ouverte à tous. Donc, aussi bien les nouveaux bacheliers que même ceux qui sont qui n'ont pas encore le bac, mais qui sont intéressés. Et aussi pour ceux qui envisagent une reconversion professionnelle. Donc, c'est vraiment ouvert. Et même pour les parents aussi qui seraient curieux de découvrir ce que nous proposons au cours de cette journée. Alors, au-delà de la journée, la porte ouverte sur l'orientation, ESAM a encore toute une panoplie d'activités. Effectivement. Donc, dans le cadre de nos activités, nous avons un concours d'admission et de bourse qui est ouvert à l'attention de ceux qui veulent s'engager dans des études supérieures chez nous. Et c'est prévu pour le mercredi 23 août prochain. Et nous commençons aussi le séminaire de méthodologie de travail à partir du 4 septembre jusqu'au 15 septembre, avec pour objectif d'équiper nos élèves en ce qui concerne la manière d'étudier, de s'organiser, de prendre des notes, de restituer leurs travaux. Donc, c'est le point de départ pour la rentrée qui est prévue le lundi 18 septembre 2023. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui une meilleure méthode d'orientation? Oui, je dirais il n'y a pas une seule méthode d'orientation, mais la meilleure méthode d'orientation, c'est l'orientation qui tient compte de la destination finale, comme je dis. C'est-à-dire, vous ne voulez pas dire que vous partez vers Niakonakwa et puis prendre la route qui va vers le nord, ça va être un peu compliqué. Donc, la meilleure orientation, c'est celle qui tient compte de la destination, des débouchés qui sont disponibles, des métiers, mais aussi au-delà de ça, des aptitudes aussi et des centres d'intérêt de l'apprenant. À l'école supérieure d'audit et de management, quelles sont les filières que vous enseignez? Oui, donc nous enseignons dans la filière de l'expertise comptable avec tous les métiers de la comptabilité, finance, contrôle de gestion. Nous avons aussi une filière relative au droit et à l'administration avec des licences en droit, en notariat et puis en assistant direction bilingue. Il faut savoir qu'au-delà des licences, on a aussi les masters. Et puis on a aussi une filière en sciences de gestion avec notamment les métiers relatifs à la banque, gestion de portefeuille, à la logistique, transport, aux ressources humaines, aux assurances, au marketing, vente, au management des organisations et bien d'autres formations. Alors aujourd'hui, on sait que beaucoup de vos diplômes sont des diplômes français. Quels sont vos objectifs? Est-ce que c'est former des petits Français? Non, ce n'est pas ça. Mais notre objectif, c'est de former des apprenants qui soient compétents à l'international. Et donc, sur cette base, on s'appuie aussi sur des formations qui se font au-delà du Togo. Mais il faut savoir que les formations que nous faisons sont adaptées au contexte togolais. C'est vrai qu'il y a les diplômes français, mais par exemple, quand je vous parle du marketing vente, c'est un diplôme. Nos diplômes sont agréés par le ministère de l'enseignement supérieur au niveau du Togo. Et donc, on travaille à ce que nos diplômes permettent à nos élèves non seulement d'être compétitifs
au niveau du Togo, mais même à l'international lorsqu'ils décident de partir dans d'autres pays, que ce soit sur le continent ou sur d'autres continents. Alors, qui peut étudier à l'ESAM? Au niveau de l'ESAM, nous sommes ouverts à accueillir tous les apprenants. Il est vrai que nos formations, ce sont des formations à partir du parcours licence. Donc, ce sont des nouveaux bacheliers. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ont déjà fait une première année dans d'autres écoles qui se rapprochent de l'ESAM parce qu'ils veulent faire une formation, une licence, un master chez nous. Donc, ils ont la possibilité aussi de venir à l'ESAM et puis sur études de dossier, ils rentrent dans le circuit et ils poursuivent leurs études. Alors, la dernière fois, il y avait M. Hila et puis Mademoiselle Amétépé. Je leur posais la question de savoir pourquoi choisir l'ESAM. Ils ont essayé de donner les raisons qui les ont poussés vers l'ESAM. Vous, en tant que responsable d'une filière à l'ESAM, pourquoi choisir l'École supérieure d'audit et de management? Oui, pourquoi? Parce qu'à l'ESAM, nous formons des têtes bien faites et bien pleines. Ça veut dire quoi? Oui, on leur apprend la connaissance pour un métier, mais au-delà de ça, on leur apprend aussi des compétences à développer au-delà de la connaissance que j'ai. Ça va être quoi? Apprendre à s'exprimer, à parler, apprendre à organiser des événements, apprendre à développer son leadership, développer des valeurs comme l'intégrité, la compétence, le travail. Donc oui, nous mettons l'accent sur une formation de qualité pour leur vie professionnelle, mais nous mettons aussi l'accent sur la formation de l'humain même et des compétences, comme on appelle les soft skills, c'est-à-dire les compétences souples de nos apprenants. Alors, quelle est la situation géographique de l'École supérieure d'audit et de management? Oui, l'ESAM est située au quartier administratif dans la zone de Niekonakwe, au niveau de l'avenue Nicolas Gruninski. Donc, nous ne sommes pas très loin de l'hôtel de Février, en face de l'ancien hôtel de ville. Alors, s'il y a un contact? Oui, donc il y a la possibilité de joindre l'ESAM sur WhatsApp ou par au téléphone portable au 90 18 05 50, sur le fixe au 22 21 16 16, 22 21 13 10, et puis bien sûr par mail à exam@examecole.fr. Alors, vous avez un site web sur lequel on peut voir vos formations? Oui, effectivement. Donc, notre site, c'est www.examecole.fr. Alors, si vous avez un message à l'endroit des étudiants qui vous écoutent actuellement et puis des parents aussi. Oui, le message déjà, c'est de féliciter nos nouveaux bacheliers, mais au-delà de ça, c'est de les inviter à être curieux quant à leur orientation, à être proactifs et bien sûr, venez à notre journée porte ouverte. Ça va être l'occasion déjà de vous équiper pour votre orientation professionnelle parce qu'au final, c'est important pour votre réussite après. Alors, est-ce qu'il y a un nombre limité quand on parle de journée porte ouverte, compte tenu de l'espace que vous avez, est-ce qu'il y a un nombre limité? Non. Nous avons un grand espace avec une grande salle panoramique, de très grandes salles, donc le nombre n'est pas limité. Venez nombreux, venez massivement, c'est ouvert, c'est gratuit à partir de 9h samedi. Nous disons merci à Madame Victoire Fanissé, responsable filière expertise comptable et sciences de gestion à l'École supérieure d'audit et de management. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat, mise en onde par Romain Aziablé. Je m'appelle Lambert Douadi. Bonne suite de nos programmes.